c'est pas en claquant des doigts qu'on sait si l'air est bon ou pas. Des fois, on le voit parce que la brume des sables C'est ça. est visible, mais des fois, on le voit pas. Et même des fois, on le sent pas. On passe 80% de notre temps dans des lieux confinés, que ce soit à la maison, la voiture, le travail. Et du coup, il y a une odeur, il y a un risque pour la santé éventuel. Nos poumons échangent 15 000 litres d'air par jour. Mais non. Plus on sent cette odeur caractéristique d'œuf pourri, plus on est impacté par les concentrations d'H2S, hydrogène sulfurique. Ça peut arriver à contrario d'avoir un horizon qui n'est pas forcément trouble, mais pourtant avoir des particules fines capables de rentrer dans notre organisme et donc dangereuses pour la santé. Mais au-delà de cette gêne, il y a vraiment un risque pour la santé de respirer des boucans sur nos territoires. Merci beaucoup Merci à d'être toi. venu nous éclairer sur l'invisible. Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, fondateur du bureau d'études Filao Ingénieur Conseil. Nous accompagnons les entreprises et les territoires des Antilles et de la Guyane pour optimiser leur performance environnementale. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet que nous avions traité il y a quelque temps avec un chercheur. Nous allons parler de qualité de l'air, mais cette fois-ci sous l'angle de l'observatoire à l'échelle du territoire. Et pour ça, nous recevons le responsable émission, modélisation et numérique chez Guader, monsieur Alan Ducalcon. Bonjour Alan. Bonjour Bertrand. Bienvenue dans l'émission. Merci. Et merci d'avoir accepté de prendre ce créneau dans ton planning et dans tes responsabilités. Avec plaisir. C'est toujours intéressant d'échanger sur le sujet de la qualité de l'air. Et oui, et puis je pense que c'est un sujet alors que tout le monde connaît quand même un petit peu parce que évidemment souvent ça fait partie aussi des annonces météo et alors dès qu'on atteint des seuils de pollution, tout le monde est au courant qu'il ne faut pas faire du sport, qu'on a certaines consignes à respecter. Mais là, ce qui est intéressant dans le podcast et ce qu'on aime faire, c'est d'aller regarder en fait l'arrière du décor, comment ça marche, parce que c'est pas en claquant des doigts qu'on sait si l'air est bon ou pas. Des fois, on le voit parce que la brume des sables est visible, mais des fois, on le voit pas. Et même des fois, on le sent pas. Exactement. Mais on va pouvoir parler de tout ça. Est-ce que en 2 mots, tu peux nous expliquer ce que fait Guader, quelle est sa mission et comment vous fonctionnez? Très bien. Alors, Guader, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air en Guadeloupe et à Saint-Martin. Donc, depuis 1996, il y a une loi qui est sortie, la loi LOR. Donc, c'est la loi sur l'utilisation de l'énergie et sur l'air, qui donne le droit à chaque citoyen de connaître la qualité de l'air qu'il respire. Donc, c'est le droit de respirer un air sain pour sa santé. Donc, cette loi a conduit à la création d'observatoires, donc sur tout le territoire, dans chaque région. Donc, Guader est né en novembre 2000. Donc, ça fait 25 ans que nous sommes en activité. Donc, comment nous fonctionnons? Alors, on a une mission, on va dire, réglementaire. Donc, typiquement, c'est l'information du public sur la qualité de l'air qu'il respire. Donc, ça passe principalement par la diffusion d'un indice de qualité de l'air. Donc, c'est une vulgarisation des données qualité de l'air. On a aussi, du coup, le fait d'informer le public. On a besoin d'avoir une communication auprès de ces personnes. Donc, ça passe par des activités d'information via les différents canaux de diffusion. Donc, c'est réseaux sociaux, sites internet. Ouais. On diffuse aussi en télé et en radio aussi. On a aussi une partie d'activité qui concerne l'accompagnement des collectivités. Donc, c'est le deuxième volet important. Donc, très souvent, ils ont des plans, des programmes qu'ils doivent mettre en place pour le suivi plus généralement de l'environnement et donc avec un point particulier sur la qualité de l'air. Donc, ça peut être des mairies, des EPCI, des établissements publics. Ça peut être aussi la région, notamment via le plan de protection de l'atmosphère. On a un gros volet qui est du coup la mesure, parce que voilà, transmettre une information dépend de ce qu'on aura. Nous sommes un observatoire, donc c'est ce qu'on a à mesurer. Donc la production de données. Donc cette production de données, c'est un peu la base et le cœur du métier de Guader. Et aussi, on a un volet qui est accompagnement des entreprises. Okay. Donc eux aussi, souvent c'est la réglementation qui guide un peu ces actions. Ils ont un devoir de surveillance de leur activité vis-à-vis de la pollution de l'air. Ils ont aussi des obligations vis-à-vis des riverains. Ouais.
Et souvent, leur activité est soumise à réglementation auprès de la DEAL, donc des services de l'État, pour être sûr qu'ils ne dégradent pas l'environnement qu'ils exploitent. Ouais. Là, tu parles des ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement, Notamment, oui. notamment et Oui, qui ont des arrêtés préfectoraux avec des seuils à suivre. c'est ça. Et donc, vous faites ces prestations-là où vous allez aussi mesurer la qualité de l'air pour des industries ou des... Voilà, alors il y a peut-être deux volets. Il y a des industries qui ont des obligations de mesure en cheminée. Donc nous, on ne va pas sur Ouais. la mesure en cheminée. Mhm. Nous sommes plutôt sur l'impact qu'il peut avoir autour. Donc principalement au niveau des riverains et D'accord. de la population qui est autour. Est-ce que vous faites, parce que alors, par exemple, question directe qui m'intéresse personnellement, Ouais. nous, en tant que bureau d'études ici, on a souvent des études d'impact à faire pour des industriels ou pour des projets, et on a parfois des impacts sur l'air. Ouais. Est-ce que, et ça peut nous arriver d'avoir besoin de faire des modélisations atmosphériques d'émissions de polluants suite à l'installation de telle ou telle unité qu'on va mettre en place ou que l'industriel va mettre en place. Ça, vous faites ça? Vous faites ce genre de prestations? Ben, on est totalement dans les activités de Guadère, justement. Donc, ce volet, effectivement, études d'impact ne concerne pas forcément, justement, les ICPE, comme on parlait tout à l'heure. Toutes les entreprises, toutes les entreprises, même aussi les institutionnels qui ont à mettre en place des nouvelles constructions, des nouvelles activités plus ou moins polluantes, ben, là aussi, on peut les accompagner. On le fait déjà, par exemple, sur les surveillances sur le site de Perrin, la construction du nouveau CHU. Ouais. Donc, Ok. on avait eu à intervenir pour évaluer l'impact de la qualité de l'air sur ce projet, oui, Et par donc, exemple. alors ça, c'est super intéressant. Vous avez tous les équipements pour le faire? Oui, alors, nous avons les équipements. Donc, là, on parle de mesure. Ouais. Donc, oui, pour la mesure, on a les équipements. Donc, avant de continuer sur ça, c'est vrai qu'il y a d'autres sujets aussi. Il y a l'air intérieur qu'on mesure. Vous faites aussi. C'est ça, que l'on fait ouais. aussi, oui. Donc pourquoi j'insiste sur l'air intérieur? Parce que du coup, la réglementation évolue de plus en plus. Ok. Très souvent, on parle de l'air ambiant. Nous, notre mission réglementaire, c'est l'air ambiant. Ouais. Mais on passe 80% de notre temps dans des lieux confinés, que ce soit la maison, la voiture, le travail. Et du coup, on a noté qu'il y a une importance sur l'air intérieur. Et on est sollicité aussi par des entreprises suite à des plaintes du personnel ou suite à des constats que, voilà, il y a une odeur, il y a un risque pour la santé éventuel. Et donc là aussi, on peut intervenir. Je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir sur le sujet des études d'impact, par exemple, alors oui, nous avons des équipements. Alors, si je fais le détail des équipements, pour la réglementation, on a des stations fixes sur le territoire. On en a 6, donc 5 sur la Guadeloupe et une à Saint-Martin. Ouais. On a aussi des stations mobiles. Donc, c'est l'équivalent des stations fixes, donc avec des appareils qui mesurent les polluants habituels, les polluants qu'on suit pour la réglementation. Et leur capacité d'être mobile nous permet justement d'accompagner une entreprise. Donc, sur un point fixe, on peut positionner la station qu'on complète avec des microcapteurs. Ouais. Donc là, on a une bonne quantité de microcapteurs maintenant que l'on exploite, qui viennent alors une qualité moindre, mais qu'on vient corriger avec la station fixe, mais qui permettent de déployer encore une mesure supplémentaire. Peut-être dans le temps aussi d'avoir une évolution. Exactement. Et puis, un autre moyen de mesure qu'on a, ce sont les tubes passifs. Donc là, il n'y a pas de... Là, on a sur une période, on la positionne sur 1 semaine, 2 semaines. Et donc là, on arrive à avoir aussi une information qui est différente, mais qui permet encore d'avoir une information supplémentaire sur la zone surveillée. Super. Vous faites les odeurs aussi ou pas? Alors, les odeurs, non. En ce moment, nous sommes en train de développer une activité qui est l'activité de nez. C'est-à-dire que des employés à Guadère vont faire une formation de nez. Donc là, c'est surtout pour essayer d'identifier une source de pollution. Donc, il n'y aura pas de mesure à partir de ça, mais au moins, ça peut indiquer pour se dire, la problématique peut venir de telle ou telle source. Et donc, du coup, derrière, déclencher une surveillance de ce polluant ou de notre polluant. Ouais, complètement. Ouais. Et ça fait partie aussi des enjeux qu'on a, les odeurs sur des sites, par exemple, de gestion de déchets ou autres. Oui. Il y a la Clairement. pollution, mais il y a les odeurs. Et ça fait partie des choses à suivre. Et en fait, actuellement, c'est une problématique parce qu'il faut qu'on fasse venir des sachets de métropole qui sont pas lourds, mais qui prennent une place de fou, donc ça coûte cher. Et en plus, qui repartent assez rapidement pour justement avoir les jurys de nez qui savent faire bien les choses.
Donc, si vous savez le faire, je pense que ça va Ok. intéresser. Ouais, on a une équipe qui est en train de se former pour ça. Bon, bah, génial. Nous, on y a pensé, mais bon, pas le temps. Ouais. Puis, c'est pas notre cœur de métier. Enfin, vraiment, c'est très spécifique quand même. Oui. Ok, super. Bon, bah, ça nous donne une bonne idée déjà de ce que vous faites. On va revenir plus en détail sur certains des aspects après. Mais je me posais la question, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se la posent, et à chaque fois, j'aime bien mettre en lumière le parcours de l'invité. Comment est-ce qu'on se retrouve à travailler dans un métier aussi pointu, parce que c'est quand même assez spécifique. Donc, on rentre dans une séquence spéciale, nouvelle séquence dans Régénération Caraïbes, la séquence entrevue d'embauche. Maintenant, tu vas mettre des musiques et tout, des éclairs. Ok. Donc, mais bonjour Monsieur Ducalcon. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc, nous avons reçu votre CV à Régénération Caraïbes. Et est-ce que, déjà pour commencer, vous pourriez en 2 minutes me retracer votre parcours et m'expliquer à chaque fois quelles ont été les raisons qui ont justifié vos choix. Ok. Bah, du coup, je vais commencer à partir du bac. Après le bac, donc j'ai fait un bac classique, bac S, physique-chimie, spécialité physique-chimie. Alors, depuis petit, je suis attiré par les sciences, attiré un peu, une curiosité, attiré par un peu tout ce qui est expliquer le monde, comment ça fonctionne. Donc, je me suis dirigé naturellement vers les sciences pour le bac. Et après le bac, j'avais pas envie d'avoir une spécificité particulière. Donc, du coup, j'ai gardé un champ le plus large possible. J'ai fait une classe préparatoire qu'on appelle agrovéto, mais c'est-à-dire c'est BCPST, biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. D'accord. Donc, ça permettait de garder le maximum de possibilités dans ce domaine. Après cette classe prépa, donc très intéressante, on a appris vraiment, on voit un large panel de sujets en sciences, donc en sciences naturelles, en biologie, en physique-chimie. J'ai pas eu de concours, donc du coup, je me suis dirigé vers une licence en physique-chimie appliquée à l'environnement. Donc ces 2 années m'ont permis un peu d'affiner un peu mon projet et clairement, c'était la physique-chimie qui m'intéressait et appliquée à l'environnement, au vivant. Donc cette formation que j'ai faite à l'université de Versailles-Saint-Quentin, ça prêtait bien à la poursuite de mes études. Donc une licence de physique, parcours physique-chimie environnement. À l'issue de ça, toujours dans cette même université, il y a un parcours qui s'appelait Sciences de l'environnement. Donc j'ai fait un master Sciences de l'environnement. Et en 2e année, on a une spécificité qui s'appelle qualité de l'air. Donc, alors, pour être complet, c'est qualité de l'air et lutte contre le bruit. Donc, il y a le volet acoustique aussi, voilà. C'est vrai que moi, j'étais attiré plutôt par le sujet qualité de l'air. Donc, à l'issue de cette formation, j'ai fait un stage de fin d'études à Air Paris. Donc, Air Paris, c'est l'équivalent de Guadair, mais en Île-de-France. Donc, j'ai fait un stage sur un sujet aussi qui m'intéressait, qui était la modélisation. Ok. L'objectif, c'est qu'ils avaient un modèle qui tournait, dans le jargon, on dit J-1, donc pour la veille. Donc, du coup, il récupérait les informations et il arrivait à spatialiser la pollution de ce qui s'était passé hier. Et leur objectif, c'était de le faire passer en prévision, donc c'est-à-dire pour le jour même et pour le lendemain. D'accord. Donc, c'était ça le sujet de mon stage. Donc, très intéressé. J'ai eu une affinité avec ce sujet de la modélisation, parce que je n'ai pas précisé, mais dans la formation qualité de l'air, ce volet modélisation, il est moins développé. Donc, on a les formations généralistes, donc mesure de l'air, analyse de l'air, réglementation sur l'air. Mais il me manquait un peu ce côté modélisation. C'est ce que j'allais te demander, parce que ça, c'est des maths plutôt, non? Enfin, oui, alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est de l'informatique. Et en fait, c'est une multitude de métiers qui se mélangent parce qu'on a un peu de la géomatique puisqu'on produit des cartes. Donc, c'est une information qui est géographiée qu'il faut traiter. On a de l'informatique du développement. Donc, beaucoup de l'activité, c'est du développement. Et donc, voilà. Donc, j'ai pu toucher à ça pendant le stage. Très intéressant. Il s'est trouvé que certainement le stage s'est bien déroulé puisque derrière, ils m'ont embauché pour 5 ans. Donc, j'ai fait 5 ans à Air Paris. D'accord. Donc, aussi très intéressant, où là, dans un service modélisation, donc, qui s'appelait d'abord conception et développement et qui a évolué vers le service émission et modélisation, où c'est là où j'ai pu apprendre vraiment énormément de choses sur la thématique.
Après ces 5 années, ben, du coup, l'envie de rentrer plus proche des parents, plus proche de la famille, et aussi d'apporter un peu ce que j'avais acquis comme connaissance sur nos territoires aux Antilles. Et ben, du coup, je suis revenu, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste équivalent, donc faire les mêmes choses sur la Guadeloupe, à Guadère, Génial. et une activité qui n'était pas encore développée. Donc, c'était aussi intéressant, challengeant de se dire que voilà, je vais aller pour pouvoir mettre en place cette activité d'accord. dans cette structure. Et ça, c'était quand? C'était en 2019. D'accord, ok, donc ça fait presque 7 ans maintenant. C'est ça, Ouais. exactement. Mai 2019, donc Ouais. presque 7 ans. Oui. Excellent, super. Bah écoutez, on va analyser tout ça. Super. Vers vous. Ça marche. Non, mais ok, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est un retour au pays aussi que tu as fait. En fait, c'est un poste qui s'est ouvert et du coup, tu es venu ou bien tu as été recruté à distance Alors, bon, on va rentrer un peu dans les dessous des recrutements, mais ce qui se passe, c'est que chaque année, tous les observatoires, donc dans chaque région, on se retrouve pour des journées techniques de l'air, et à cette occasion, je voyais régulièrement les confrères, je vais dire les confrères de la Guadeloupe, puisqu'à l'époque, j'étais Ouais. en Île-de-France, à Air-Paris, et donc, affinité entre nous, donc on échangeait, et il y a eu une première offre qui avait été faite, donc j'avais postulé, je n'avais pas été retenu. Et par la suite, voilà, ils ont réouvert cette offre. Et donc, du coup, vu que j'avais déjà postulé, donc, elle a essayé de voir si ça m'intéressait encore. Et ça matchait avec mon projet du moment. Donc, du coup, ça s'est fait. Ouais. Exactement, oui. Excellent, on pourra en reparler après, mais c'est vrai que ça c'est toujours intéressant parce que c'est un des sujets qu'on a ici, hein, justement la fuite des cerveaux et qui Ouais. reviennent jamais. Donc merci. Merci pour la Guadeloupe. Ben, c'est moi qui dis merci déjà à Guadère d'avoir eu Ouais, cette opportunité. c'est ça. Ouais. 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 Non, mais c'est très bien. Ça serait quoi en fait, alors toi qui connais maintenant, enfin justement les enjeux locaux de la qualité de l'air et des perceptions aussi que les gens s'en font, c'est quoi la plus grosse idée reçue qu'on se fait sur la qualité de l'air ici? La plus grosse idée reçue, ben, il y en a plein qui me viennent en tête déjà. Alors, ben, je vais rester sur un sujet, par exemple, sur les brumes de sable. C'est-à-dire que souvent, on s'inquiète des brumes de sable quand on voit que l'horizon est trouble. Et donc, paradoxalement, il se trouve que quand on voit que l'horizon est trouble, très souvent, c'est que les particules sont peut-être plus grosses et donc ont une capacité moindre à rentrer dans notre organisme et donc, du coup, peut-être moins dangereuse pour la santé. Donc, c'est pour ça que nous, on s'appuie sur vraiment ce qu'on mesure. Et donc, ça peut arriver à contrario d'avoir un horizon qui n'est pas forcément trouble, mais pourtant avoir des particules fines, capables de rentrer dans notre organisme et donc dangereuses pour la santé. Plus dangereux. C'est ça, oui. Et c'est aussi de la brume de sable. Et c'est de la brume de sable, oui. C'est de la Ok. brume de sable. Ah bah là, tu vois, je faisais partie des gens qui avaient cette idée reçue. Alors, c'est une idée reçue. Souvent, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que voilà, souvent, c'est vrai, ça match. Ouais. Ce qu'on observe, ça va avec les mesures, mais il arrive des fois qu'on a un horizon trouble sans avoir de mesures qui dépassent les seuils ou qui augmentent. Ouais. Ok. Intéressant. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans les sujets qualité de l'air en Guadeloupe. Il y a un gros sujet dont on vient de parler, les brumes de sable. Oui. Est-ce que vous avez suffisamment de mesures? Ça fait comme 25 ans, 26 ans que les mesures se font. C'est Est-ce ça. qu'on voit une évolution dans le temps? Est-ce qu'elles s'intensifient? Est-ce qu'elles sont plus fréquentes? Alors, ça fait 26 ans que Guadère existe. La mesure a commencé en 2003, mais ce n'était pas les particules. On mesurait le dioxyde d'azote et l'ozone. D'accord. La mesure des particules, donc, qui est le polluant majoritaire amené par les brumes de poussière, cette mesure, elle a commencé en 2014 de façon un peu pas satisfaisante, on va dire. Et là, depuis 2016, là, on a des données qui sont fiables et qui sont continues jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Sur les 6 sites que nous avons actuellement. Donc, on n'a pas eu les 6 sites dès le début. On a commencé à avoir des stations de plus en plus, mais aujourd'hui, on en a 6 où on mesure les particules PM10 et PM2,5. Depuis 10 ans à peu près. Voilà, depuis 10 ans. Est-ce qu'on est capable de voir une tendance sur 10 ans ou pas vraiment? Alors, du coup, quand on fait nos analyses, notre bilan annuel, on regarde aussi l'historique de ce qui s'est passé. Ouais. Si on regarde année par année, on a de vraies fluctuations.
D'une année à l'autre, ça monte, après ça descend, ça monte, ça descend. Donc, on est un peu soumis aux aléas, on va dire, climatiques, météo, exactement. Mais du coup, généralement, quand on traite les données environnementales, on fait des moyennes sur 3 ans pour essayer de s'affranchir de justement ces aléas. Voilà. Et là, quand on regarde, on voit que depuis ces 3 dernières années, on a une augmentation. Donc, alors, on a une baisse depuis 2016 jusqu'à à peu près 2020. Et là, c'est sur 2023-2024. On a une augmentation qui n'est pas énorme. Si on parle en moyenne, il faut savoir que sur une moyenne annuelle, on est autour de 19 et 23 microgrammes par mètre cube. Donc, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais donc c'est pas vraiment, enfin, c'est pas quelque chose de marquant, quoi. Non, c'est pas marquant. Alors, si je peux continuer sur ce sujet, c'est que on a une deuxième analyse où là, on va regarder le nombre de jours où on a dépassé les 50 microgrammes par mètre cube. Okay. Parce que voilà, la moyenne annuelle, tous les jours où la qualité de l'air est bonne, on va dire, où il n'y a pas d'événements particuliers, vont abaisser le seuil. Et donc, comme ça représente 90% des jours de l'année, donc c'est difficile d'avoir cette lecture sur les moyennes annuelles. Quand on regarde les dépassements, ben là, on voit qu'on a des dépassements qui sont croissants. Donc, ça veut dire que le niveau sur l'année diminue, mais le nombre d'épisodes de brume de poussière au-dessus des seuils, il augmente. Alors, pareil, on a encore des variations qui se font d'une année à l'autre, donc ça peut augmenter, mais la tendance est plutôt à l'augmentation. Même si qu'en 2021, c'est l'année où on a recensé le plus de dépassements, on en avait 50 sur l'année, 50 jours de dépassement. Ouais. Et donc ça augmente significativement si tu regardes depuis 10 ans ou... Significativement, alors la réglementation nous demande c'est-à-dire que pour préserver la santé des populations, il ne faut pas dépasser ce seuil de 50 microgrammes plus de 35 fois dans l'année. Donc aujourd'hui, de mémoire, on a dépassé, comme je vous disais, en 2021, où on a eu 50 jours de dépassement. Je crois qu'en 2024 ou 2023, on a eu 36 jours de dépassement. Mais voilà, sinon, toutes les autres années, on est entre 20 et 30 dépassements. Donc voilà. C'est en légère augmentation. Voilà, c'est en augmentation. Voilà, on va dire sur 10 ans, on a gagné peut-être 5 à 10 jours de plus hors année exceptionnelle, comme je disais, en 2021. Ok, intéressant. Donc c'est un sujet, mais c'est pas forcément quelque chose il faut s'affoler ou ça arrive pas. C'est pas quelque chose qui nous impacte de plus en plus et de façon. Par contre, oui, il y a quelque chose qui nous impacte de plus en plus, c'est les sargasses. Oui. Et alors les sargasses, elles envahissent nos plages, etc. Le problème des sargasses, c'est que quand on les accumule et qu'elles s'entassent, elles fermentent et elles libèrent du gaz. Plein de types de gaz. Alors, on parle beaucoup du H2S. C'est ça, H2S, l'hydrogène sulfuré. C'est ça, qui sent l'œuf pourri. Oui, c'est une odeur caractéristique. Aussi, oui. Et ce que je sais de ce gaz aussi, c'est qu'au-dessus d'un certain seuil, on le sent même plus. Voilà, donc c'est la deuxième idée reçue que j'avais en tête. Vas-y. C'est-à-dire que voilà, on a l'impression que plus on sent cette odeur caractéristique d'œuf pourri, plus on est impacté par les concentrations d'H2S, hydrogène sulfuré. Mais voilà, il arrive un moment où notre perception olfactive est saturée. Donc ça veut dire qu'à certains niveaux de concentration, notre nez n'est plus capable de prendre cette odeur. Donc très souvent on dit, alors il faut prendre avec des pincettes, mais voilà, quand on sent, c'est que voilà, on est dans des seuils encore bas, mais limite si on ne sent plus, peut-être que là on est dans des seuils qui sont plus élevés si nous sommes en situation d'échouage. Donc ça c'est intéressant parce que quand on vit proche de sites d'échouage de sargasses, c'est pas parce qu'on sent l'odeur que c'est forcément grave. Et à l'inverse, si d'un seul coup on se met à plus sentir l'odeur, là il faut peut-être s'inquiéter. C'est ça. Alors je dis que c'est pas forcément grave, c'est-à-dire que voilà, dès qu'on prend l'odeur, donc c'est déjà une gêne et il y a quand même un risque pour la santé. Ouais. Dès que voilà, il y a des émanations de gaz comme le H2S, il y a un risque pour la santé. Mais voilà, les seuils les plus dangereux ne sont pas forcément perceptibles à l'odeur. Je comprends. Et alors du coup sur les mesures, parce que c'est votre métier, vous êtes un observatoire.
déjà, est-ce que vous avez des points de mesure qui sont proches ou impactés, ou est-ce que vous avez fait des campagnes, j'imagine, je crois que oui, spécifiques sur les Ici. émissions des échouages de sargasses? Qu'est-ce que vous avez comme info? C'est ça. Alors, on a les deux. D'abord, on a fait des campagnes de mesure justement pour savoir où où on devrait installer le réseau de surveillance. Aujourd'hui, Guader a un réseau de surveillance de 23 sites en place et de 24e qui est en cours de mise en place. Et donc, ce sont des microcapteurs qui sont positionnés. Alors, généralement, on est dans les 10-20 mètres de la source d'échouage des sargasses. Donc, je dis généralement 10 mètres parce qu'on n'a pas une liberté absolue pour positionner nos capteurs. Il faut toujours faire appel d'abord à des particuliers, qui très souvent sont les sites les plus proches, de faire appel aux collectivités, régions, mairies, Vous ayez départements. accès, que ce soit sécurisé. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. L'idée, c'est que ce sont des capteurs qui sont déplaçables, donc du coup, avec pas besoin de les brancher, mais on a quand même besoin de les sécuriser pour éviter toutes mes aventures. Ouais. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce qui capte ces capteurs? Alors, là aussi, c'est intéressant. Donc, cette mesure, on l'a commencé depuis fin 2018. Ok. Donc, 2019, 2020, 2021, donc c'est nos premières années. On a vraiment eu beaucoup d'aléas sur les capteurs, donc c'est difficile d'en tirer des conclusions. Donc, quand je parle d'aléas, c'est que voilà, ces capteurs soumis au sel marin, soumis aux H2S, avaient des défaillances. Mais du coup, avec notre fournisseur, on a pu régler ce problème. Et aujourd'hui, alors j'ai des chiffres récents sur 2025, on est à plus de 95% de disponibilité des capteurs. Donc, c'est très, très fiable. Et donc, depuis 2021, 2021-2022, on a des concentrations qu'on peut interpréter et on voit une augmentation en concentration, mais aussi en dépassement. Ah oui. Donc, alors, quand je dis en concentration, c'est comme je disais, en moyenne annuelle, on voit qu'il y a une augmentation. Alors, avec l'année 2024 qui est exceptionnellement basse, et en dépassement, pareil, on voit une augmentation significative en 2025, mais toujours voilà, une année 2024 qui est exceptionnellement basse. Et depuis 2018, il y a une courbe croissante ou... Il y a une courbe croissante. Depuis 2018, il y a une courbe croissante. Donc, comme je dis, on est à la fois dépendant donc, des échouages, mais pas seulement. Le niveau d'échouage ne va pas signifier la quantité de gaz qui sera émis, parce que du coup, les collectivités ramassent parfois. Donc, si jamais les collectivités sont efficaces et ramassent en moins de 48 heures, donc c'est un peu ce que le monde de la recherche nous dit, que 48 heures de décomposition, c'est là qu'on voit apparaître les premières émanations. Donc, si les collectivités sont capables de ramasser en moins de 48 heures, donc on peut avoir les plus gros échouages sur une année, mais si, voilà, ça permet d'éviter les émanations de gaz. Et donc, du coup, voilà, l'interprétation de nos données peut être impactée par ça. Et aussi, par exemple, l'installation de barrages. Du coup, les barrages déviants, etc. Voilà. Donc, la lecture n'est pas directe entre les concentrations et la quantité d'algues qui sont émises, mais on a quand même une photographie qui est intéressante, qui est cette augmentation depuis au moins 2022, avec une année 2024 qui est exceptionnellement basse. D'accord. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'échouements, c'est ça? Oui, alors je me suis renseigné et effectivement, Météo France qui sort régulièrement avec leur vision satellite, avec leurs satellites, ils estiment à peu près la quantité de sargasses qu'il y a eu autour des côtes de la Guadeloupe. Et pareil, en 2024, ils étaient aussi, la quantité était faible en 2024. Donc du coup, ça corrobore voilà, ce que c'est ça. vous avez mesuré, quoi. Exactement. Est-ce que vous avez eu à émettre des alertes à la population à cause des émissions de gaz qui étaient liées à des échouements de sargasses? Alors oui, donc du coup, tous les jours sur notre site internet, on publie une carte sargasse, c'est comme ça qu'on l'appelle, où justement les 23 sites qui sont instrumentés, on informe sur la concentration qui a été observée sur les 24 dernières heures. Donc on a des seuils qui ont été fournis par l'ARS, qu'ils ont eu eux-mêmes par le Haut Conseil de santé publique, qui permet de dire, voilà, si sur les 24 heures, vous avez telle concentration, donc 1 ppm, pour ne pas être trop scientifique, mais si on dépasse les 1 ppm, nous sommes... Particules par million, ça veut dire. Voilà, c'est ça. Nous sommes sur un seuil de préalerte. Donc, à ce seuil de préalerte, c'est associé, donc là, c'est la mission Sargasse. Donc, la mission Sargasse, c'est un organisme qui est géré par la préfecture, qui rassemble un peu tous les acteurs, donc comme je disais, Météo France, mais aussi les communes, les différents acteurs voilà, qui peuvent être concernés par les sargasses. Et donc, du coup, on les informe que voilà, il y a un dépassement
sur les 24 dernières heures. Donc, il y a des actions qui doivent être mises en place, comme le ramassage, etc. Et le seuil d'alerte, c'est quand on dépasse les 5 particules par million, les 5 ppm. Eh ben là, nous sommes sur le seuil d'alerte, donc le niveau le plus fort. Et là, voilà, les mesures à prendre sont plus importantes. On essaie d'être plus insistant sur les actions à mener. Et est-ce qu'il y a un risque direct pour les populations qui sont exposées à 5 ppm? Faut qu'elles bougent, faut qu'elles mettent des masques oxygène. Alors, nous, la santé, c'est pas notre spécificité, donc on s'appuie sur les professionnels de santé. Et comme je disais, c'est sur ces seuils que nous ont transmis l'ARS et le Haut Conseil de santé publique. Ils estiment que oui, il y a un risque. Donc, il y a un échelonnage. Donc, comme je disais, quand on est en dessous des 1 ppm, toute gêne, irritation, problème respiratoire, il faut aller consulter son médecin. Il ne faut pas se dire on est sous les 1 ppm, ça va, parce que voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Quand on pense aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes âgées, à ceux qui ont des troubles respiratoires, voilà, il faut quand même qu'ils soient concernés par ce qu'ils ressentent. Quand on est à 1 ppm, donc là on est plus sur des actions de communication, donc c'est-à-dire alerter les gens et leur dire, voilà, là, faites vraiment attention que si vous avez des maux de tête, etc., vous sentez quelque chose, donc d'aller consulter. Et le dernier niveau, ça peut aller même jusqu'à demander à la mairie d'empêcher l'accès aux zones d'échouage, puisque du coup, le risque est avéré de soucis de santé. Ok, mais c'est super intéressant. Enfin, on voit qu'au moins, c'est mesuré, c'est contrôlé. Et après, c'est vrai qu'il y a toute la partie, alors il faudra qu'on invite l'ARS. Oui. Pour savoir les questions de santé, notamment parce que, ok, il y a des journées de seuil très forts, mais il y a aussi l'exposition long terme. Moi, je me pose la question parce que quand tu vois que ton réfrigérateur, il meurt en un an, 6 mois ou 1 an, tu te dis, mais moi. C'est clairement ça. C'est pas votre. Un autre volet de Guader en tant qu'observatoire, c'est l'accompagnement de la recherche. Donc justement, là, on a des sujets de recherche qui, justement, essayent de voir l'impact des émanations de gaz sur la santé. Donc, nous, on est là en tant qu'observatoire, donc justement pour leur dire à quoi a été exposées les populations. Et eux, par des prélèvements, par des questions, essayent de faire un lien entre leur exposition et leurs symptômes. Consultation chez les médecins, il y a peut-être des façons de faire des Exactement. C'est ça. Donc là, on a un projet comme ça qui est en cours, mais c'est vrai que aussi de manière plus sporadique et de manière un peu non prévue, on a des chercheurs qui nous demandent juste la donnée. Donc là, on n'est pas forcément en partie prenante du sujet, mais voilà, on fournit aussi de la donnée aux chercheurs. Et vos données sont gratuites, sont publiques? Comment ça marche? Si moi, je veux, par exemple, les données, je vous appelle. C'est ça. Alors, je vais distinguer les données réglementaires. Donc, ce sont les sites qu'on surveille, comme par exemple sur les brumes de poussière désertique. Donc, ces données sont disponibles et on a un open data. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu plus pour les développeurs, mais on peut faire une consultation aussi manuelle. Une API, genre. Voilà, c'est ça. Il y a une API où on peut récupérer ces données. Donc là, c'est les polluants classiques, les particules fines PM10, PM2,5, le dioxyde d'azote, l'ozone. Et l'autre volet concerne le H2S, donc la surveillance des sargasses. Là, quotidiennement, on informe sur la moyenne journalière. Donc ça, c'est accessible par le grand public sur notre site internet. Alors l'historique n'est pas encore disponible, mais on travaille pour mettre en place cet historique, pour le rendre disponible en open data. Mais si jamais un particulier s'est déjà arrivé, ils nous posent la question directement. Et là, on transmet les données sur le site en question et sous la période demandée. Parce que vous êtes une structure associative. Et est-ce que vous avez le statut d'utilité publique, organisation à... Alors, non, je ne sais pas si tu fais référence à ceux qui sont à la fois publics et privés. Nous, on est complètement privé, sauf qu'on est agréé par le ministère de l'Environnement, puisqu'on réalise une mission d'ordre public. Ouais. Et donc, du coup, la structure de Guader fait que les décisions sont prises donc, dans un conseil d'administration, c'est un conseil d'administration, où il y a une partie de l'État, via la DEAL, via l'ARS. Il y a une partie de collectivités locales, donc c'est les régions, les communes. Il y a une partie qui est un peu... l'autre partie, c'est les communautés scientifiques, on va dire, les experts du domaine. Donc voilà, il y a
un quatrième corps qui est les organisations, les associations sanitaires, associations environnementales. Donc, ces 4 corps-là permettent de gouverner, on va dire, Gwader. La volonté qui était derrière cette mise en place, c'est le fait de garder une indépendance et puis de garder aussi une ouverture sur les différentes parties prenantes de la surveillance de la qualité de l'air. Intéressant. Et vous êtes financé comment? Alors, on a une partie, c'est une subvention de l'État. Ouais. On a une partie, donc ce sont les 3 corps. Une partie, ce sont les collectivités locales. Alors, en Guadeloupe, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la partie principale. Mais voilà, donc, en fonction de leur nombre d'habitants, ils ont une part fixe et une part variable. Et puis, on a une partie aussi sur l'activité des industriels. C'est-à-dire que ceux qui ont une activité polluante, ils doivent reverser une taxe sur cette activité polluante. Et nous, on peut récupérer une partie de cette taxe pour notre financement. Ouais. Et là aussi, je dois dire que en Guadeloupe, par rapport aux autres régions, nous ne sommes pas la région où on a le plus d'industrie. Donc, pareil, ce n'est pas le point de revenu principal. D'accord. Donc, fort de tout ça, on développe aussi des prestations justement pour pouvoir augmenter notre financement et augmenter nos activités, à la fois pour le grand public, mais aussi pour les entreprises. Mais c'est bon à faire ça, parce que moi, je pensais que vous aviez juste la casquette d'observatoire et que moi, j'ai eu à faire des prestations comme ça, d'analyse et même de modélisation des diffusions atmosphériques de polluants. Oui. Et je suis passé par des cabinets spécialisés en métropole. Oui, je vois. Ben voilà, nous, on a la compétence et c'est ce qu'on continue à développer. Donc, je ne sais pas si je peux citer, puisqu'on a des études qui sont parfois un peu d'ordre privé, mais sûr. En ce moment, nous sommes en train de faire de la modélisation sur des sites industriels en Guadeloupe. Ouais. Très bien. Eh ben, super. On va se revoir dans avec plaisir. Avec plaisir, oui. Même si on se croise de toute façon. C'est vrai. Ok, intéressant. Alors, étant donné que... Alors si, c'est un autre sujet quand on parlait des enjeux du territoire sur la qualité de l'air. Oui. Et on n'en entend pas si souvent parler ici, c'est l'impact des bateaux de croisière. Parce que quand on les voit au quai, et pour faire leur électricité, ils ne branchent pas sur notre réseau électrique, parce que je crois qu'on n'aurait pas les capacités de les fournir, parce que c'est comme 5000 personnes. Ouais, c'est une petite ville, petite ville supplémentaire. Du coup, ils font tourner leur groupe électro. Et on voit les fumées qui sortent de là, on dit, bon, c'est pas... Alors, heureusement, Pointe-à-Pitre est orientation, voilà, par rapport au vent, c'est ça. Mais par contre, il y a Jarry qui est derrière. Oui. Est-ce que vous avez des mesures sur les impacts de ces bateaux-là? Alors, non. Alors, ce que je peux dire, Gwader, nous, ce qu'on fait, c'est que dans le cadre du service émission, on estime chaque année l'émission des polluants par cette activité. Donc, c'est une activité qu'on appelle maritime et donc, du coup, on inclut les croisières. En termes de mesures, on n'a pas encore eu l'occasion de faire de mesures sur les activités de croisière. Mais voilà, c'est sûr que oui, il y a des émanations de gaz. Donc, principalement, eux, ils ont des carburants qui sont encore soufrés. Donc, dans le maritime, il n'y a pas eu les mêmes réglementations que dans le routier. Et donc, du coup, voilà, on a souvent des émanations de SO2, des émanations de dioxyde d'azote, donc tout ce qui est combustion. Donc, dans un moteur, il y a la combustion, donc particules, dioxyde d'azote aussi qui sont émises. Ouais, ok. Mais on n'arrive pas, on l'a pas quantifié, quoi. On n'a pas mesuré pour l'instant. Pour l'instant, nous, on l'a pas mesuré. Okay. Et comme tu disais, effectivement, le vent majoritaire en Guadeloupe, c'est du vent est. Et donc, voilà. Et donc, du coup, voilà, ça ne le ramène pas sur Pointe-à-Pitre. Ouais. Ça le mène plutôt vers la mer, avec peut-être des possibilités de renvoyer vers Jarry, la zone industrielle de Jarry. Mais voilà, dans ce que nous, on observe dans nos modélisations, voilà, c'est surtout, je pense, vers la mer que la majorité est évacuée. C'est quand même une chance parce que je pense que c'est assez dense. Oui, on a des échanges avec les observatoires des autres régions et par exemple j'allais dire Atmos Sud à Marseille, ouais. Donc dans la zone sud où ils ont une activité portuaire qui est très importante, c'est vraiment une problématique majeure pour leur activité. C'est ça que j'avais entendu. Alors nous c'est quand même moins intense que chez eux, puis géographiquement avec les vents comme tu dis, exactement, c'est mieux. Mais ok, intéressant. Et ça va nous amener sur... Bon, tu as déjà répondu un peu à la question, c'est pas grave. Sur la deuxième séquence spéciale du podcast. Très bien. La séquence... Alors, comme on a un expert avec nous, les experts, ça fait des missions. Ok. Et là, c'est la séquence Mission Impossible. Manoa, musique, etc. Bon, bref. Première mission impossible. Donc, tu es l'expert et tu dois
résoudre cette mission. Dans le cadre de nos activités, nous ici, on mesure justement la qualité de l'air dans le cadre de travaux qui sont faits par le Grand Port Maritime. Ok. Donc on a installé des capteurs au niveau de Pointe-à-Pitre, puis au niveau de l'autre côté de Jarry, etc., pour voir les impacts des travaux qu'ils sont en train de faire sur la qualité de l'air. Moi, je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné, justement, ces gros bateaux qui arrivent dans la zone vont perturber les mesures qu'on fait, et comment je vais voir les perturbations? Vous avez 30 secondes pour désamorcer. Ok. Bon. Alors effectivement, je ne sais pas exactement où votre capteur est placé sur Pointe-à-Pitre, mais un des points fondamentaux, c'est d'avoir une mesure témoin. Donc c'est une mesure qu'on va considérer qui n'est influencée par, pas par les activités qu'on surveille, donc les activités de construction du Grand Port Maritime. Et donc, du coup, ce capteur-là, c'est lui qui va, en comparaison aux autres capteurs qui sont au vent des activités, c'est lui qui va permettre de faire par différence, de connaître... voilà, c'est ça, c'est la référence. Après, une deuxième chose qu'il peut y avoir, c'est la référence, avoir une référence. On peut utiliser de la modélisation, parce que la modélisation, alors, un des avantages, c'est qu'il vient compléter la mesure en donnant une information sur... plus de points que les points de mesure qu'on positionne. Donc, et aussi, on peut aussi jouer sur les sources. Donc, ça veut dire que si on arrive à quantifier la source qui viendrait de l'activité de croisière, par exemple, du coup, par la modélisation, on peut la soustraire et estimer qu'est-ce qui a été émis par... Je savais qu'il fallait que je pose la question. Parce que dans le cadre du projet, on fait juste de la mesure, on ne fait pas de modélisation. Oui. Donc c'est vrai que si on amène la modélisation là-dessus, on peut avoir on peut idée, jouer exactement, situation. Excellent, mission accomplie. Ah, merci. Deuxième mission, impossible. Ok. On a Je suis prêt. On a participé, on a réalisé pour l'usine Gardel au Moule une plateforme de compostage. Ok. Pour tous les sous-produits de la canne. Donc la bagasse qui vient de Gardel, les écumes qui viennent de Gardel, c'est un sous-produit de la fabrication du sucre, c'est un peu comme du marc de café, mais c'est de la matière organique surtout. On a de la bagasse qui vient de chez Damoiseau. On a des cendres qui viennent de chez Albioma qui brûlent la bagasse de Gardel. Ça marche. Et puis on a aussi des sous-produits qui sortent de la distillerie de Bonne-Mère, la 6 Bonne-Mère, leur méthaniseur. Okay. On mélange tout ça, on fait du compost. Et le compost, alors pour l'info, le compost est redistribué gratuitement aux planteurs de canne qui, quand ils amènent la canne, ils font le tour, ils prennent un camion de compost. Ça marche. Et ils repartent avec. Et donc évidemment, là, on brasse tout ça avec un gros retourneur d'andin et donc on a eu à faire une étude d'impact pour ça, on a eu à modéliser ça, et là, il faut qu'on suive réellement l'impact de cette plateforme sur la qualité de l'air en amont. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, la mission arrive peut-être un peu tard, mais déjà, il aurait fallu faire une campagne de mesure initiale qui aurait permis d'avoir l'état initial sans l'activité. Ou alors, essayer d'avoir un jour où il n'y a pas de compostage qui est mis en place, il n'y a pas d'activité sur le site, pour avoir cette référence. Donc, c'est toujours cette idée de référence, l'état zéro. Une fois qu'on a cet état zéro, là, on va essayer de voir en activité. Et donc, par comparaison, on peut essayer d'estimer l'impact de cette... là, c'est pour l'étude d'impact. L'impact de cette activité. Et pareil, garder ces sites sur lesquels on a estimé l'impact, les sites de mesure, pour avoir une surveillance continue. Donc, se dire que soit on réalise des campagnes régulières chaque année pour essayer de voir si il y a une évolution, l'activité a augmenté. Toujours garder en lien aussi avec l'activité, savoir si cette année, ils ont eu très peu d'entrants dans leur activité, ou si ils ont mis en place de nouveaux systèmes d'aération, etc., ou de nouveaux entrants, une nouvelle source de compostage. Faire un lien entre ça. Et moi, je pense que là, l'idée, c'est d'avoir un suivi continu, donc soit des campagnes de mesure, ou soit, si c'est possible, avoir une mesure continue sur l'année.
Donc ça, on peut avoir un capteur qui mesure en continu à un endroit, on le laisse C'est ça. Oui. et les paramètres qu'on doit mesurer. Alors on va perdre 80% de l'audience, mais c'est Oui. pas grave. Alors, c'est difficile à chaud comme ça, hein, parce qu'effectivement, généralement, quand on fait ce genre d'études, on essaie de voir, parce que c'est très spécifique à ce qu'on va utiliser. C'est vrai que tu m'as énoncé tout ce qui rentre en compte Ouais. dans le compostage. Tu sais pas qu'est-ce que ça émet. Voilà, c'est ça. Mais de manière générale, on va dire si ce sont des végétaux, Ouais. si c'est des déchets de produits agricoles, eh ben, très souvent, on a du méthane qui est émis. Donc ça, c'est vraiment les fermentations de matière organique. On a aussi de l'ammoniac qui peut être émis. Après, il peut y avoir aussi je dis ça plus par expérience, il peut y avoir aussi des accidents, donc des incendies qui surviennent sur ces sites de manière accidentelle, par En vrai, ça ne définition. sera pas le cas parce que c'est nous qui l'avons conçu et ça marche Ah, ok, incroyablement super. bien. Ok, donc Mais c'est vrai, tu as raison, des fois il y a des voilà, histoires de... c'est ça, dans ces cas-là. Et donc là, s'il y a de la combustion, donc du coup, ça crée toute une autre famille de polluants. Donc peut-être aussi garder un regard sur ça, puisque voilà, si on a un appareil qui mesure toute l'année, il pourra peut-être mettre en évidence ces émissions accidentelles. Ouais. Excellent. Bon, ben, on dit mission accomplie. Super. Mission accomplie. Ok. Alors, si tu... parce que moi, il se trouve que dans mon entourage proche, dans ma famille, il y a un jeune qui a étudié pour travailler dans la qualité de l'air. Très bien. Très bon choix. Très bon choix, tu confirmes. Ouais. C'est quand même assez difficile de trouver du travail dans ce domaine-là. Est-ce que tu penses que c'est un domaine qui est en voie d'expansion? Est-ce que si, par exemple, il y a des jeunes qui nous écoutent, ils se disent « Ah ouais, ça a l'air trop bien, j'aimerais faire ça Ouais. ». Quelles sont les perspectives? Alors, si je pars de mon expérience, en 2013, donc je finis mes études et donc non, je commence mon stage, de fin d'études. Et donc du coup, à cette époque, la qualité de l'air, elle est connue. Voilà, on a quand même un vrai passif de la qualité de l'air, mais tout ce qui est appareil de mesure, technique de mesure, la modélisation, on a vraiment une évolution. Là, moi, depuis que je travaille dans la qualité de l'air, sous les 10 années, on a une évolution qui est vraiment importante, technologique pour le suivi de la qualité de l'air. Tout ce qui est aussi une information qui est de plus en plus accessible. Donc, je pense qu'on n'a pas encore vu tous les métiers qui peuvent être créés autour de la qualité de l'air. Notamment, l'État a demandé à ce que nos données soient en open data, justement pour pouvoir créer d'autres services liés à cette mesure de la qualité de l'air. Donc, pour moi, je pense que c'est... alors déjà, ce premier point fait que voilà, c'est encore... Il y a des perspectives. En fait, voilà, c'est ça. Il y a de grandes perspectives. Et le deuxième point, c'est qu'au niveau sanitaire, les connaissances sur l'impact de la qualité de l'air aussi augmentent. Je vais prendre un exemple qu'on utilise en communication généralement. De l'eau, c'est conseillé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Ouais. Mais quand on demande aux gens quelle quantité d'air qu'ils respirent, il y en a beaucoup qui sont très loin du compte. Nous, ce qu'on sent, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on respire 10 litres, 20 litres, alors que nos poumons échangent 15 000 litres d'air par jour, une personne moyenne. Ah oui. Donc, imaginez que cet air est de mauvaise qualité. Donc, l'impact sur la santé de ces 15 000 litres d'air qu'on respire, qu'on échange toute la journée au quotidien, c'est énorme. Et donc, comme je disais, nous sommes sollicités. Guader a une position assez intéressante puisque nous sommes à la fois communicants au grand public, nous sommes accompagnateurs des décideurs publics et nous sommes aussi un point d'entrée pour la recherche. Donc voilà, donc des sujets, des connaissances qui ne sont pas encore, qui sont pas encore connues. Voilà. Donc du coup, on voit déjà, nous, dans les demandes qu'ils nous font, que voilà, on se dirige vers des nouvelles connaissances qui vont naître sur l'impact sur la santé. Et comme on disait, par exemple, pour les sargasses, tout ce qui est maladie chronique, impact sanitaire sur l'exposition chronique, on la connaît très peu. Il y a très peu de documentation qui existe. On est plutôt sous de la documentation professionnelle. Donc là, on est dans un espace confiné où on a une activité pendant 8 heures. Ouais. Là, on arrive à avoir, mais sur une exposition en air ambiant, ça, on n'a pas. Donc pareil, les connaissances
sur les impacts sanitaires de la qualité de l'air continue à grandir et génère beaucoup de sorties, de publications scientifiques. Donc voilà, ce sont deux signaux qui me permettent de dire que voilà, c'est une activité qui va continuer de grandir. Et qui plus est, nous, Guader aussi, on a un objectif de grandir, donc à la fois dans nos activités d'accompagnement, toujours d'information du public, de la prévision de la qualité de l'air. Nous aussi, on tend à grandir parce que justement, la demande est présente. Et c'est un secteur, bon, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour pouvoir le dire, mais qui est vraiment intéressant. Si on regarde notre secteur, on est après la météo, c'est-à-dire que la météo émet déjà des documentations, et du coup, toutes ces incertitudes qui peuvent exister sur la météo, elles sont encore renforcées par la qualité de l'air, puisque la météo, c'est le principal influenceur de la qualité de l'air. Donc du coup, ça fait que là aussi, les connaissances, donc je prêche un peu pour ma paroisse, en modélisation, ne font qu'augmenter à la fois quand la modélisation météo se développe, mais derrière la modélisation qualité de l'air aussi gagne. De plus en plus, on fait rentrer alors nous, on appelait ça du machine learning. Maintenant, le mot à la mode, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, on a aussi de l'intelligence artificielle qui viennent compléter nos modèles, qu'on va dire, des modèles déterministes, donc avec des lois physiques connues, qui viennent compléter et apporter une information supplémentaire. Waouh, oui, donc il y a plein de perspectives de développement. Plus celle dont tu avais parlé au début, sur la qualité de l'air intérieur, à laquelle on est de plus en plus sensible. C'est ça. Ouais. Alors, le gouvernement, enfin, ça remonte déjà à quelques années, il avait mis en place un suivi de la qualité de l'air réglementaire qui allait qui augmenterait progressivement, donc en commençant par, je crois, les crèches. Ensuite, ça prendrait en compte les écoles, ensuite les collèges, les lycées, et pour finir sur toutes les entreprises recevant du public, tout ce qui était des ERP, voilà, c'est ça, établissements recevant du public. Et ben, du coup, alors, souvent, les réglementations environnementales n'ont pas bonne figure au niveau de l'Assemblée nationale, mais voilà, des fois on fait un pas, on recule, mais il y avait une ambition d'avoir une surveillance de la qualité intérieure de tous ces sites. Et donc, du coup, potentiellement, ça permet de encore augmenter les connaissances et puis aussi permettre aux gens de savoir vraiment à quoi ils sont exposés régulièrement. On a aussi une action de communication qui fonctionne très bien en ce moment. Donc, dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère, on a choisi de faire une communication grand public sur les petits gestes du quotidien qu'ils peuvent faire pour améliorer leur qualité de l'air. Oui, j'allais te demander ça, justement. Ouais. Okay. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est un autre volet aussi qu'on a. Et en ce moment, sur les réseaux sociaux, bon, j'espère que tout le monde a déjà vu au moins une annonce, mais voilà, on fait des petits carousels, on fait des petites vidéos, justement pour sensibiliser les gens sur des actions concrètes, des actions simples à mettre en place, et aussi en présentiel, quand on va dans des salons, dans des événements, on anime une activité sur la production de produits ménagers qui marche très très bien. Les gens sont très très sensibles à cette cause, puisque du coup, en air intérieur, on dit que c'est souvent plus pollué que l'air extérieur, parce qu'il y a à la fois l'air extérieur qui rentre, et il y a aussi ce qu'on émet en intérieur, et notamment les produits ménagers qui sont une source de pollution importante. Certaines peintures aussi. Les peintures, les meubles. Ouais. Les meubles aussi. Sent, quand on achète quelque chose de neuf ou quand on rentre dans une voiture neuve. Exactement. En fait, c'est une odeur chimique forte. C'est ça. Quoi. C'est ça. Tout ce qui est un peu colle. Donc du coup, souvent, alors c'est pas toujours évident de mettre en place, mais si on a un nouveau meuble, on demande de le mettre plutôt en extérieur ou alors d'aérer la pièce avant de le mettre et de s'enfermer dans une pièce, quoi. Pareil, quand on rentre dans la voiture, aérer tout de suite. Exactement. Parce que la chaleur de nos territoires combinés au plastique présent, du coup, ça crée un cocktail pas sympa. Complètement. C'est super intéressant, c'est un domaine vraiment vaste. Oui. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent justement pour optimiser en fait l'air qu'ils respirent, c'est quoi la meilleure chose à faire? Alors la meilleure chose, c'est de suivre Guader, parce qu'ils auront justement plein d'informations et plein de petits tips pour améliorer leur qualité de l'air. Okay. Mais si je devrais en choisir une qui est, on va dire, pas très acceptée par le grand public, parce que là, on touche un peu à quelque chose de traditionnel, à quelque chose de ancré dans nos racines. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le boucan. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une activité qui, on a toujours l'impression que c'est positif, puisqu'on fait disparaître des déchets végétaux.
On a l'impression, la fumée permet de faire fuir les moustiques, par exemple, mais voilà, il y a vraiment un risque pour la santé. Donc, notamment, il y a une gêne pour les voisins, mais au-delà de cette gêne, il y a vraiment un risque pour la santé de respirer des boucans sur nos territoires. Donc, si je devrais avoir une action, j'insisterai sur celle-là, même si qu'il y en a plein, parce que le trafic routier est aussi important, essayer de différer de changer son mode de déplacement avec des modalités douces. Bon, je m'arrête là, mais voilà, il y a vraiment énormément. Et donc, du coup, suivre Guader permet d'avoir justement cette liste de petits tips. Des petits tips, notamment via les capsules que vous diffusez. Exactement. Donc, on mettra évidemment le lien de Guader, le site internet, Merci. et puis on fera des liens vers vos réseaux quand on va diffuser l'épisode. Écoute, je pense qu'on a traité pas mal l'ensemble des sujets. On pourrait en faire encore une autre émission complète, je pense, si on s'amusait à rentrer dans le creux de chaque sujet. Merci beaucoup Merci à d'être toi. venu nous éclairer sur l'invisible, Ouais. la qualité de l'air. C'est ça. Et alors, j'invite tout le monde à aller suivre Guader. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous a plu. Il vous a plu. Il était produit par Philao Ingénieur Conseil. Et je vous dis à tous à très bientôt dans un prochain épisode. Au revoir. Régénération Caraïbes, le podcast.